va débriefer de l'actualité aujourd'hui avec Miki Mchikli, directrice générale de Weborama, avec Alain Staron, président d'Artifil, et Christian Poyot, directeur général de Micropole. Je précise que vous êtes aussi le coprésident de la commission Mutation technologique et impacts sociétaux au MEDEF. Bonjour à tous les trois, chers commentateurs, et bonjour évidemment à Salomé Thibault-Galas qui fait l'actualité vraiment aujourd'hui, puisque vous révélez une étude sur l'adoption du Web3 et des cryptos en France et en Europe, ce qui permet d'avoir des comparaisons. Vous êtes consultante blockchain et cryptoactifs chez KPMG. Cette étude, elle a été réalisée pour l'ADAN, qui représente le secteur des cryptos en France. Vous avez travaillé également avec Ipsos, je crois, l'Institut d'études sur la partie grand public, et sur vos propres expertises et retours d'expérience pour comprendre aussi quelles sont ces nouvelles applications qui émergent dans le domaine professionnel. Alors, quand on dit Web3, crypto, déjà, qu'est-ce qu'on met derrière Web3 ? Web3, c'est peut-être un terme plus généraliste, derrière lequel on met les cryptoactifs, mais aussi tout ce qui concerne la finance décentralisée et tous les cas d'usage un peu qui a trait aussi aux technologies blockchain. Donc c'est un terme généraliste qui englobe peut-être tous les éléments dont on va parler. Les NFT, par exemple, c'est le Web3 ? Totalement. Les NFT, on le met dans la sous-catégorie des cryptoactifs qui elle-même fait partie du Web3. Alors, je le disais dans le sommaire, un des chiffres quand même marquants, c'est 1 Français sur 10 qui possède actuellement ou une crypto-monnaie ou un NFT. C'est un chiffre phénoménal, mais quelle est la réalité derrière ce chiffre ? Totalement. Le premier renseignement qu'on a vraiment de cette étude, c'est malgré une année 2022 qui a été assez compliquée peut-être pour le marché des cryptoactifs, parce qu'on a eu une chute de la valorisation des cours. On a des actifs comme le Bitcoin, comme l'Ether, qui ont perdu jusqu'à 60-70% de leur valeur. On a eu aussi des événements assez marquants comme la chute de FTX. Et on voit que malgré ça, malgré une année compliquée, on a une adoption qui progresse, vu qu'on était à 8% lors de notre étude précédente. On a 10%, un Français sur 10 aujourd'hui, une augmentation de 20%. Donc on voit que finalement, il y a une vraie tendance de fond à l'adoption des cryptoactifs qui n'est pas forcément corrélée à la valorisation des cours. Alors quand je vous pose la question de la réalité derrière, c'est quoi ? C'est plutôt des possesseurs de Bitcoin principalement qu'on retrouve derrière ce 1 Français sur 10 ? Est-ce que ce sont les mêmes investisseurs que ceux qui investissent déjà en bourse ? En effet, c'est intéressant d'aller un peu plus loin et de s'intéresser à la sociologie. Quel est le profil de ces nouveaux investisseurs ? Ouais. Donc sur Bitcoin, totalement, on est avec un Bitcoin qui garde sa position de leader, avec l'Ether juste derrière, mais on est à 64% aujourd'hui des détenteurs de cryptoactifs qui détiennent du Bitcoin. Ensuite, il y a d'autres événements qui sont intéressants d'aller regarder. Il y a peut-être 4 points que je trouve intéressant d'évoquer ici. Le premier, c'est qu'il y a une surreprésentation des hommes. Ça, c'était déjà le cas l'année dernière, donc c'est peut-être pas un apprentissage, qui est un peu moins le cas sur les intentionnistes d'ailleurs. Le deuxième point particulièrement intéressant, c'est qu'on a une vraie tendance générationnelle, puisqu'on a 17% aujourd'hui des 18-35 ans qui possèdent des cryptoactifs, contre 12% l'année dernière. Très intéressant ça. Ouais. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que finalement... Parce que alors là, ça se différencie du coup du profil de l'investisseur classique, j'imagine. Totalement. Plus jeune en tout cas. C'est plus jeune que l'investisseur classique, en tout cas en action. Et si c'est sur des NFT pour des jeux, ça peut être un biais explicatif, non ? Pour le coup, on n'est plus sur une adoption des cryptoactifs en général. Les crypto-monnaies, c'est aussi plus jeune. En tout cas, on voit que cette progression dont on parlait, elle est vraiment impulsée, poussée par les jeunes générations. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et ça reste quand même fortement masculin, même chez les plus jeunes ? Malheureusement, on n'a pas cette granularité encore sur l'âge, mais en effet, ce serait intéressant de l'avoir. Est-ce que ce sont des investisseurs quand même plus prudents ? Vous avez rappelé les événements. FTX, c'est pas juste une chute, hein, c'est aussi d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est un monde dans lequel on peut aussi se faire arnaquer. Donc, j'imagine que ça rend plus prudent aussi. Plus prudent. La régulation n'est pas tout à fait finalisée. Ouais. C'est pas évident de dire s'ils sont plus prudents cette année ou l'année dernière, justement, parce qu'on a un profil qui est un peu différent. On parlait des actions tout à l'heure. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir que finalement, les profils de détenteurs de cryptoactifs sont les mêmes personnes qui détiennent des actions, puisqu'on a 78% des gens qui détiennent des cryptoactifs, qui détiennent aussi des actions, alors qu'il y a 37%, il me semble, de la population globale qui détient des actions. Donc on voit que ça peut être un outil de diversification, à l'inverse que les gens qui sont averses au risque en termes d'investissement
le sont sur les deux types d'actifs. Ouais. Et sur la prudence, en effet, aujourd'hui, on a moins de 10% de l'épargne globale en général qui est dédiée à l'investissement en cryptoactifs. C'est 13% pour les actions. Donc en effet, on voit qu'il y a une certaine prudence quand même dans le montant de l'investissement. Et alors, Alain parlait des NFT. Sur les NFT, ça se passe comment? Parce qu'il y a eu l'emballement, la folie des NFT avec des valorisations incroyables. Tout ça, ça s'est vraiment calmé. Les IA génératifs sont passés par là. On en parle beaucoup moins. Est-ce que la croissance des NFT en pâtit? Est-ce qu'elle continue? En effet, sur les NFT, on voit que même si parfois on dit que la hype est redescendue, ce qui est le cas en termes de volume, malgré ça, l'adoption continue de progresser, vu qu'on a quand même doublé et on est passé de 2 à 4% d'adoption des NFT par les Français. Donc, ce qui est là aussi assez conséquent. Et on le verra tout à l'heure, ce qui rentre aussi en corrélation avec les différentes applications qui commencent à être développées dans plusieurs secteurs de l'économie. Alors, passons justement, Les maisons du luxe investissent beaucoup dans tout ce qui est NFT, parce que c'est du CRM, en fait, de suivre les clients en leur proposant des solutions exclusives. Voilà. Oui, disons qu'ils sont en avance, en pointe, mais on ne sait pas aujourd'hui quel est le niveau d'implication Non, mais on commence à trouver des sujets intéressants. En tout cas, le luxe trouve des sujets intéressants sur les... Alors, venons-en justement aux applications business. Donc, du côté des entreprises, qu'est-ce que vous avez constaté dans cette étude par rapport à l'année dernière? On n'a pas fait la même étude que l'année dernière, parce que l'année dernière, l'objectif était plus de pouvoir donner des éléments de marché sur les différentes boîtes plus crypto-natives. Oui. Donc, qu'est-ce que ça représentait en termes de nombre d'emplois, en termes de levée de fonds. Aujourd'hui, pendant cette étude, on est plus allé voir quelles étaient les applications du Web3, des crypto-actifs dans les secteurs plus traditionnels. Donc le luxe en fait partie des secteurs que vous avez étudiés? En fait, totalement en partie. On a développé 4 secteurs qui étaient peut-être les plus riches en termes d'applications, que sont la finance, le luxe, la culture et l'énergie. Et on parlait juste avant de cette progression de l'adoption, en plus impulsée par les jeunes générations. Ouais. On voit que tout ça montre qu'il y a un réel marché des cryptoactifs aujourd'hui. Donc il y a des entreprises qui cherchent à se positionner, qui cherchent à adresser cette nouvelle demande, d'autant plus du fait qu'elle soit chez les jeunes. Et c'est le cas, par exemple, on peut le voir avec le luxe, où en effet les NFT leur permettent d'avoir une nouvelle donnée et aussi répondre aux nouvelles exigences des clients qui cherchent à avoir des expériences plus digitalisées, plus immersives. Parce qu'il y a des entreprises qui y vont, d'autres qui en sortent. Sur ces 4 secteurs en particulier, lesquels sont aujourd'hui restés vraiment en pointe dans le domaine des NFT? On est peut-être sur les NFT davantage la culture et le luxe. Après, sur les applications en général des cryptoactifs, je dirais que ces 4 secteurs-là sont en pointe, puisqu'on voit de plus en plus de cas d'usage naître. Il y a aussi beaucoup d'expérimentations. Est-ce que vous pouvez nous citer des cas d'usage intéressants? Moi, j'avais en tête dans l'énergie, je crois que c'était du côté de Enedis, où ils utilisaient le NFT vraiment comme un outil de négociation de l'énergie. On n'a pas développé cet élément-là sur... je sais que dans l'énergie, on utilise pas mal les NFT peut-être pour représenter des certificats d'énergie verte, pour assurer la traçabilité des énergies renouvelables. Oui. On a aussi beaucoup de cas d'usage qui naissent dans l'énergie pour réutiliser de l'énergie, par exemple issue de l'extraction de pétrole, et l'utiliser pour le minage. La plupart des cas d'usage aujourd'hui qu'on voit dans l'énergie sont souvent corrélés aux infrastructures blockchain, aux infrastructures qui sont utilisées pour sécuriser les réseaux blockchain. Oui. Un autre cas d'usage, par exemple, qu'on voit beaucoup, qui a été implémenté au Texas et sur lequel travaille Sesterce, une entreprise française qui était notamment partenaire de l'étude, c'est le fait de pouvoir rééquilibrer des réseaux ENR grâce justement à des mineurs qui sont en capacité d'allumer et d'éteindre la puissance de calcul qui capte quand le réseau a besoin d'être équilibré dans un sens ou dans un autre. Là, on n'est pas dans la hype, là, on est vraiment dans des cas d'usage très concrets, très utiles. Et d'infrastructures. Juste très rapidement, parce qu'on arrive à la fin du temps qu'on avait ensemble, la comparaison avec l'Europe. On dit souvent que l'écosystème français est vraiment très vivace, porte très haut l'étendard des cryptos. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il ressort de l'étude?
En effet, cette année, on a eu la chance de pouvoir aller interroger d'autres pays européens, aussi en partenariat avec Ipsos, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On est allé interroger les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, ce qui nous permet de mettre un peu en perspective aussi les chiffres de la France par rapport à ces pays-là. Qu'on voit qu'il y a de l'adoption en France, mais on voit qu'il y a encore plus d'adoption finalement dans ces autres pays européens, et même que la France est un tout petit peu en retard par rapport à eux. Donc là, on peut se demander... C'est pas l'image qu'on en a, hein. C'est intéressant. Ouais. Non. Surtout qu'en France, en termes de réglementation... On est fort en marketing finalement, je ne croyais pas. On est assez en avance en France sur la réglementation, on a des acteurs internationaux. On est toujours en avance sur la réglementation en France, on est très bon. On est les premiers en fait à avoir un vrai cadre réglementaire avec la loi Pacte, l'enregistrement PSAN. On a des acteurs internationaux comme Circle qui commencent à s'installer en France. Donc finalement, on se rend compte qu'on reste assez attractif sur les cryptoactifs. Après, il y a certainement d'autres raisons qui peuvent l'expliquer. Des raisons économiques, l'inflation n'est pas la même. Des raisons culturelles aussi, peut-être que l'aversion au risque n'est pas la même. Et on voit que d'ailleurs, chez les Français qui n'investissent pas en crypto... Peut-être aussi, la taxation. Ouais. La taxation, la fiscalité n'est pas la même. En Allemagne, par exemple, je sais que... Peut-être, je ne sais pas. On investit plus d'épargne, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur les raisons de non-investissement... Mais ça, c'est sur le niveau d'adoption. En matière de développement d'applications sur les secteurs que vous avez étudiés, est-ce que là aussi, vous avez constaté des différences ? On n'a pas eu la chance cette année d'aller élargir justement cette alors cartographie ce sera l'objectif des l'année prochaine. C'est l'objectif. En effet, il faudrait faire une étude complémentaire là-dessus. Très bien. Merci beaucoup Salomé Tiblou-Galas de KPMG de nous avoir apporté tous ces enseignements sur le niveau d'adoption des cryptos et du Web3 en France et en Europe. C'est parti pour la suite du débrief de l'actu.